Jojo, c'était donc toi depuis le début ? Je suis une personne blanche, j'ai grandi dans une région entourée de personnes blanches. J'ai fait des études supérieures dans des grandes écoles où il y avait non seulement une forte homogénéité sociale, mais aussi où la plupart des étudiantes étaient des personnes blanches. J'ai longtemps pensé que la couleur de peau n'était pas un problème, ni la mienne ni celle des autres, comme s'il n'y avait pas matière à réflexion. Je l'admets et j'en suis pas énormément fière, j'étais atteinte de daltonisme racial, colorblind, disent les anglo-saxons. Aujourd'hui, pour ce 7e épisode de Faire Genre, le podcast coproduit par Binge Audio et l'Institut du Genre, ce groupement d'intérêt scientifique du CNRS, je vais aborder la notion d'intersectionnalité en compagnie de 2 chercheuses, Francine Nyambek-Mebenga et Fanny Gallo. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Francine Nyambek-Mebenga, vous êtes sociologue de l'éducation. Vos recherches sont axées sur les questions ethno-raciales à l'école. Vous avez consacré une thèse à la question de la prise en charge de la diversité au sein de l'école en France. Et vous assurez par ailleurs un cours d'introduction à l'intersectionnalité à l'Université de Nanterre pour les étudiants et étudiantes en master. Fanny Gallo, vous êtes également enseignante-chercheuse, historienne. Vous avez consacré une thèse à l'histoire des femmes ouvrières, recherche qui a été distinguée par le prix de thèse de l'Institut du Genre en 2013 et qui a donné lieu à un ouvrage, En découdre, comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société, qui a été publié en 2015 à la Découverte. Et toutes les deux, vous enseignez aussi à l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Créteil, pour former les enseignants-enseignantes aux questions de genre et de discrimination ethno-raciale. Ensemble, nous allons donc parler d'intersectionnalité que je décrirai comme un outil conceptuel pour retrouver une vue en plusieurs dimensions de l'espace social et mieux prendre en compte les angles morts de nos identités respectives, y compris des minorités et des marges. Ce concept a été forgé par la juriste états-unienne Kimberlé Crenshaw dans son article de 1989, Cartographie des marges, intersectionnalité, politique de l'identité et violence contre les femmes de couleur, sur laquelle nous reviendrons. Ce concept d'intersectionnalité s'est donc énormément popularisé ces dernières années, des sciences sociales au milieu militant jusqu'au grand public et à la sphère médiatique. Ce processus qu'on peut qualifier de mainstreamisation s'est doublé de quelques malentendus, tout du moins d'imprécisions. Alors pour entamer cette discussion, pouvez-vous détailler plus les travaux de Kimberlé Crenshaw sur l'intersectionnalité ? Fanny Gallo. Oui, bien sûr. Alors, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que Kimberlé Crenshaw est juriste. Elle est le produit de toute une histoire afro-féministe états-unienne sur laquelle on reviendra. Et c'est donc en tant que juriste qu'elle était confrontée justement à la manière finalement d'envisager les violences faites aux femmes noires dans le contexte états-unien de la fin des années 80, où du coup la discrimination ethno-raciale était très forte. Et il y avait une absence de prise en considération finalement par les féministes et aussi par le mouvement antiraciste de ces violences faites aux femmes noires notamment dans un contexte de racialisation du sexisme, c'est-à-dire l'idée que finalement le sexisme est l'apanage de certaines personnes et notamment des hommes noirs racisés. Merci pour cette réponse, Fanny. Et comme vous avez commencé à l'évoquer, les ramifications de cette idée sont plus anciennes. Aux États-Unis, le Combahee River Collective, un collectif de féministes noires fondé en 1974, a affirmé, je cite, « Ce sont nos expériences et nos désillusions à l'intérieur de ces mouvements de libération, ainsi qu'à la périphérie de la gauche masculine blanche, qui nous ont poussés à développer une politique qui soit antiraciste, à la différence de celle des féministes blanches, et antisexiste à la différence de celle des hommes noirs et blancs. » Cela veut dire que la pensée intersectionnelle préexiste au mot lui-même, Francine Nyambek-Mebenga. Vous faites bien de citer cet extrait de la déclaration du Combahee River Collective, qui est, comme vous l'avez rappelé, un collectif féministe et de lesbiennes noires, afro-américaines,
qui, pour la première fois, rédige ce manifeste en 1977, mais qui paraît en 1979. Alors, il est question, dans cet extrait, de la matrice même de l'intersectionnalité, parce qu'on y retrouve d'un côté l'insistance sur les expériences vécues de femmes noires africaines, mais également le fait que ces expériences sont rendues visibles par les personnes concernées, et notamment une invisibilisation des expériences de racisme imbriquées au sexisme, qui fait la spécificité finalement de l'expérience ou de la condition sociale de ces femmes. Alors, on voit bien ici aussi que là, l'intersectionnalité est en tout cas une pensée ancienne, et qu'il faut remonter quasiment aux luttes abolitionnistes même, pour voir comment déjà à cette époque les femmes noires étaient assez impliquées dans les mouvements abolitionnistes, mais aussi les mouvements pour le droit de vote des femmes, mais elles étaient rendues invisibles. Donc tout au long du siècle, on retrouve cette invisibilisation, y compris dans les mouvements pour les droits civiques. Là, pareil, une implication très importante, mais une fois de plus invisibilisée. Donc la pensée préexiste bien au concept, que ce soit aux États-Unis ou même en France d'ailleurs, où là aussi on a des femmes noires, notamment les sœurs Nardal par exemple, qui ont été quasiment invisibilisées en tout cas leur rôle important dans la lutte pour la négritude a été aussi invisibilisé. Effectivement, on a évoqué l'histoire des sœurs Nardal dans un précédent épisode de Faire genre avec l'historienne Florence Rochefort. Et c'est vrai que c'est intéressant de toujours rappeler le volet français des luttes intersectionnelles, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à chaque fois à s'ancrer sur l'histoire des États-Unis. Fanny Gallo, vous écrivez « Toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont hommes, mais nous sommes quelques-unes à être courageuses ». Cette citation est en fait le titre d'un ouvrage de référence des études féministes noires états-uniennes publié en 1982, que vous citez donc, Fanny Gallo, dans l'un de vos articles de recherche intitulé « Imbrication des dominations et conditions d'émancipation », publié par la revue d'histoire aux presses de Sciences Po. Dans cet article, Fanny Gallo, vous évoquez aussi l'apport d'une dirigeante communiste, Louise Thompson Patterson, qui parle de triple oppression pour qualifier les mécanismes d'oppression des femmes, des Noirs et exploitation capitaliste. Cela fait écho, je pense, à ce que vient d'expliquer Francine Nyambek-Mbenga. Est-ce que vous pourriez nous détailler les apports de Louise Thompson Patterson ? Eh bien, il y a actuellement une recherche doctorale réalisée par Grégory Bectari, qui d'ailleurs contribue à ce numéro, qui ambitionne un peu de revenir sur ce que la perspective intersectionnelle peut produire comme renouvellement historiographique aujourd'hui, qui du coup consacre finalement sa recherche à toutes ces élaborations, notamment dans le champ communiste, autour de, donc là en l'occurrence, l'idée de triple oppression, c'est-à-dire une élaboration en fait stratégique qui entend justement visibiliser le croisement des rapports sociaux de classe, de race et de genre. Alors c'est anachronique évidemment de le formuler de cette façon-là, mais en tout cas c'était l'idée. Tout ça pour dire, et ça rejoint effectivement ce que disait Francine à l'instant, que il y a une longue histoire du croisement en fait de ces rapports sociaux, et d'ailleurs aussi en France, qui comme elle le disait justement. Pourquoi c'est anachronique ? Parce qu'on ne parlait pas de genre à l'époque, en fait. On parlait des femmes, principalement. Le genre, c'est un concept qui a été élaboré beaucoup plus récemment. Francine, Fanny, dans vos articles de recherche et au fil de ce podcast, vous utilisez le terme de race. Et le 12 juillet 2018, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à supprimer justement le terme de race dans la Constitution française. Pas besoin de rappeler que ce terme fait écho à la mécanique génocidaire de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, ce qui m'amène à vous demander à quoi est-ce que ça renvoie pour vous, cette idée de race, quand on est chercheuse ?
Quand on parle de race, on s'inscrit dans une tradition en fait sociologique qui est constructiviste et qui pense la race comme un produit social qui s'inscrit dans une histoire, notamment l'histoire coloniale, l'histoire de l'esclavage, qui s'est constitué comme un système de domination qui a contribué à mettre en avant des inégalités vécues par des personnes en lien avec cette histoire. Alors, c'est assez, en tout cas, particulier dans le contexte français de penser qu'on peut résoudre la question du racisme tout simplement en supprimant le mot, comme ça a été fait, comme vous l'avez rappelé, notamment en 2018. Alors, on en arrive quand même à une situation qui frise un petit peu la schizophrénie, c'est-à-dire pouvoir lutter contre un phénomène sans pouvoir le nommer. Et simplement pour préciser, on utilise très souvent en cours une citation très connue de Colette Guillaumin, c'est « Non, la race n'existe pas. Si la race existe, non, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est la plus réelle et tangible des réalités. » Et je trouve qu'en fait, elle rend bien compte finalement de cette tension, c'est-à-dire, bien sûr, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, c'est-à-dire, voilà, c'est pas une acception biologique, ça n'existe pas, mais c'est un rapport social. Et effectivement, le nommer, c'est aussi se donner les moyens de lutter contre. Effectivement, je vous pose cette question dans ce studio, mais je pense que tous les auditeuristes ont conscience que cette notion de race dans le champ de la recherche prête à controverse. Comment est-ce que vous répondez à ces critiques aussi sur les recherches relatives à la pensée intersectionnelle ? Alors, dans un premier temps, je pense que c'est nécessaire de replacer un peu la manière dont le concept d'intersectionnalité a été finalement heuristique et a aussi permis de renouveler la recherche en SHS, donc en histoire, en sociologie, en anthropologie. Ce concept a commencé à être approprié relativement tardivement en France. Il a été traduit en France, le texte Cartographie des marges, en 2005, et ça a produit finalement un renouvellement dans les études de genre autour de cette perspective intersectionnelle. Alors après, effectivement, dans l'historiographie notamment, il a fait discuter et il a aussi suscité des débats et des controverses. Il y a d'ailleurs eu une réponse aussi aux élaborations de Gérard Noiriel dans la revue Mouvement, qui revient de façon très précise justement sur les apports finalement du concept et voilà, et qui critique aussi l'appréhension de Gérard Noiriel. Alors en réalité, c'est une critique qui est souvent faite à l'intersectionnalité, de laisser de côté la classe, mais en réalité, ce qui se passe en définitive, c'est que la classe a quand même souvent, dans l'histoire française, laissé de côté la race, enfin les enjeux ethno-raciaux, c'est-à-dire que il y a un peu cette dynamique, c'est-à-dire, on y reviendra sans doute par la suite, mais du fait justement du système et des discriminations ethno-raciales, on a des personnes qui sont assignées à certains postes dans le monde du travail, plutôt justement précarisés, etc., etc. Et ce qui fait que du coup, il y a une discussion sur qu'est-ce qui relève finalement des enjeux ethno-raciaux, qu'est-ce qui relève des enjeux de classe. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même des spécificités qui sont relatives justement aux rapports sociaux de race qui ont en fait été peut-être largement invisibilisés par l'historiographie. Donc en réalité, l'enjeu de l'intersectionnalité ne consiste pas à ne parler que du genre et de la race dans une perspective identitaire qui nierait les enjeux de classe. Bien au contraire. Fanny a parlé de l'ignorance de la classe, mais il y a aussi cette critique assez forte qui consiste à mettre en avant l'idée que l'intersectionnalité serait parler d'identité, promouvoir du communautarisme, et ce qui va complètement à l'encontre de ce que l'intersectionnalité a apporté justement à
aux sciences sociales en termes justement de visibilisation de ce qui peut se jouer aussi différemment, autant entre différentes catégories sociales, mais également à l'intérieur même de ces catégories sociales. Donc tout ce qui est vraiment tout à fait contraire justement à une essentialisation des personnes. Au contraire, donc l'intersectionnalité permet de rendre visible la diversité des expériences sociales des individus. Vous avez pourtant fait les frais de ces controverses. Fanny, vous avez contribué à l'organisation d'un colloque en 2017 à l'université de Créteil. Les journées d'études scientifiques intitulées « Penser l'intersectionnalité dans les recherches en éducation », qui a été vivement critiqué par le comité Laïcité République et d'autres associations laïques. Vous avez évoqué cet événement quand on a préparé l'épisode. C'est un épisode marquant et en définitive assez fondateur. Il s'agissait de penser l'intersectionnalité en éducation. C'était un gros colloque avec un comité scientifique tout à fait légitime. Et dès le moment où nous avons annoncé publiquement l'organisation de ce colloque, ça a produit des effets sur les réseaux sociaux, puis ça a été repris très largement dans la presse. Par du coup une certaine gauche proche du printemps républicain et par l'extrême droite également. Finalement, le rectorat s'est désengagé face à la pression. Nous étions en pleine période de campagne présidentielle de 2017. Alors, je crois qu'en fait, c'est difficile de savoir un peu exactement ce qui s'est passé. Je pense que, donc on parlait de Gérard Noiriel et des controverses qu'il peut y avoir dans le champ académique en rapport à l'usage de ce concept, mais en fait, ça s'adosse aussi à finalement des polémiques et ce qui nous était reproché, ce qui pèse et ce qu'on a peut-être déjà dit un peu, mais de manière peut-être pas explicite, c'est qu'il y a l'idée en fait que l'intersectionnalité c'est un concept états-unien et que du coup on importe ce concept et que du coup ça n'a rien à voir avec ce qui se joue en France, ce qui est par ailleurs totalement faux et c'est exactement ce qu'on voit bien dans toutes les recherches auxquelles donne lieu le concept aujourd'hui, notamment sur l'empire colonial français, y compris aujourd'hui des approches aussi d'ailleurs originales et novatrices autour de l'appréhension par exemple des migrations venant des Antilles ou encore je pense à des recherches portant sur la Réunion qui sont réalisées par Myriam Paris qui a recours aussi à ce concept. Donc en fait c'est aussi une histoire française. La perspective intersectionnelle elle participe finalement d'une revisite aussi de cette histoire française et ça je pense que c'est très important parce que ça fait partie des choses qu'on nous reproche. En tout cas ça a été un moment particulièrement difficile et aussi surtout assez angoissant sur l'avenir des recherches en France. C'est-à-dire que s'il n'est pas possible justement de travailler sur les discriminations ethno-raciales et la manière dont elles se répercutent dans le système éducatif, alors même qu'on le voit très 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 bien, quand on met par exemple les pieds dans un lycée professionnel, on voit bien qu'il y a pas une grosse partie des élèves qui sont racisés, de fait, notamment, je pense, en région parisienne. En tout cas, c'est des questions qui se posent, de fait, qui se posent et auxquelles nous sommes toutes confrontés en tant que formatrices, formateurs en INSPE, mais aussi enseignantes dans le second degré notamment. Si on ne peut pas réfléchir à ces questions, si on ne peut pas les penser, je ne comprends pas comment on pourra repenser l'orientation scolaire et aussi, du coup, l'insertion sur le monde du travail et, de fait, lutter aussi contre ces discriminations ethno-raciales et la manière dont elles se croisent aux enjeux de genre, et de classe d'ailleurs, puisque c'est précisément de ça dont il était question à cette occasion. D'ailleurs, à ce sujet, Francine, en tant que sociologue, vous vous intéressez particulièrement à la sphère de l'éducation. Vous analysez comment ce secteur, notamment l'université, n'est pas exempt de racisme. Vous avez d'ailleurs contribué à une enquête qui s'intitule « Conditions de vie étudiante » en 2020 et vous expliquez que pour la première fois, vous avez pu mesurer les autodéclarations de discrimination et de racisme quotidien dans le cadre des études. Quelle a été la méthodologie de cette enquête « Conditions de vie étudiante », Francine ? C'est une enquête qui mesure les inégalités et les discriminations auprès des étudiants. Et en 2016 a été introduite pour la première fois la variable liée à l'origine qui permet justement de traiter de la question des discriminations ethno-raciales. Alors l'enquête, en tout cas l'édition que vous citez, donc elle date de 2020, à laquelle j'ai contribué à travers ce papier
coécrit avec Jean-Luc Primon et Séverine Chauvel, qui sont aussi deux sociologues. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Donc, on a essayé, nous, de mettre en avant pour la première fois, justement, ces discriminations et la question du racisme. Alors, sur le plan méthodologique, c'est important de peut-être prendre un petit moment pour expliquer ça. Alors, il y a plusieurs manières de mesurer les discriminations. Donc, il y a une voie dite par autodéclaration. Donc, c'est un peu que, en tout cas, privilégie cette enquête observatoire de la vie étudiante. Et ici, c'est plutôt, on va mesurer le sentiment de discrimination tel qu'il est déclaré par les personnes. Et ça permet de relativiser la critique qu'on peut aussi souvent entendre sur le fait de réifier les catégories quand on part du principe que, en tout cas, assigner ces identités aux personnes. Donc ça, c'est principalement le mode de recueil de ces discriminations auprès des étudiants. Je pourrais aussi mentionner la méthode par testing, qui a été aussi, en tout cas, c'est une autre méthode qui a été privilégiée par un observatoire des inégalités et des discriminations, l'ONDES. C'est un observatoire qui a été créé l'année dernière, je pense, qui, lui, mesure également au sein de l'institution, enfin de l'enseignement supérieur, les discriminations. Et ils se sont intéressés, par exemple, aux prénoms des étudiants pour mesurer, identifier des discriminations au moment dans des commissions d'attribution de master aux élèves. Et ça a permis de montrer là aussi comment l'origine des personnes identifiées à partir de leur prénom, en tout cas, permettait de capter ces expériences de discrimination. Vous voulez dire que selon le prénom des étudiants, ils avaient plus ou moins de chances d'accéder au master ? À des filières prestigieuses, notamment, donc on va les retrouver dans des filières prestigieuses, et ça on peut le mesurer effectivement à partir du prénom. Donc ça c'est, en tout cas, c'était pour montrer la diversité des méthodes qu'on peut utiliser pour saisir les discriminations dans l'enseignement supérieur. Et donc pour en revenir à l'enquête, en tout cas la contribution qui est la mienne dans l'enquête de l'Observatoire de la vie étudiante, on a, à partir de données produites en 2020, donc sur les autodéclarations de discrimination par les étudiants, on a pu mettre en avant un taux en tout cas une surreprésentation d'autodéclaration de racisme et de discrimination auprès des étrangers. Quels sont les types de discrimination que vous avez pu constater dans ces déclarations ? Alors, les déclarations de discrimination et de racisme concernent les injures, toutes sortes de micro-agressions au quotidien. Ça va des injures au fait en tout cas des bousculades, même des violences physiques qu'on pouvait, en tout cas qui ont été déclarées par ces étudiants. On peut aussi relever le fait, par exemple, que ces étudiants en tout cas mentionnent des traitements différenciés sur le plan de la notation, sur le plan de l'orientation dans l'accès au master. Alors, ce qui fait la particularité, en tout cas la spécificité de cette enquête, c'est le fait d'avoir mis en avant justement une différence, ce qui fait peut-être un petit peu le lien avec le sujet qui nous préoccupe, donc de l'intersectionnalité, qui met en avant une surdéclaration de violences racistes par les étudiantes étrangères.
Donc ça, c'est quelque chose qui appelle justement, bien sûr, on ne peut pas vraiment saisir ça à partir d'une enquête quantitative, mais à approfondir par des enquêtes qualitatives pour mettre en avant plutôt les processus de production de ces hiérarchies sociales, raciales, mais également genrées, qu'on observe dans cette enquête. Et ce qui fait l'intérêt aussi là de l'articulation ou de l'imbrication, du croisement de différents systèmes de domination, on observe une forte déclaration par les étudiantes, mais également un écart entre les déclarations de violence ou de discrimination selon différentes origines, maghrébines, subsahariennes, asiatiques. Et vous, pour revenir à vos travaux, Fanny Gallo, vous avez beaucoup étudié le monde du travail. Vous écrivez même que le travail est un objet central de l'intersectionnalité. Pourquoi ? Alors justement, pour prolonger un peu nos précédents échanges, la question des conditions matérielles d'existence sont aussi très importantes dans l'appréciation du croisement entre racisme et sexisme et du coup division sexuée du travail et division ethno-raciale du travail. Alors déjà, pour préciser, division ethno-raciale du travail, dans quelle mesure ça existe ou pas, on le voit très très bien, ne serait-ce que dans les années 70, dans ce livre qui s'appelle L'Établi de Robert Linhart, qui vient juste du coup de sortir au cinéma. On voit très bien cette division ethno-raciale du travail, où on a justement des travailleurs immigrés, en l'occurrence dans l'industrie automobile, qui sont assignés à certains postes en fonction de leurs origines, donc les blancs étant qualifiés, les personnes venant du Maghreb étant à certains postes, plutôt manœuvres, et voilà, à ce moment-là, les Portugais, les Espagnols étant un petit peu plus au-dessus, justement, de ces ouvriers, notamment marocains, qui eux-mêmes sont au-dessus, d'ailleurs, de ces ouvriers qui viennent d'Afrique subsaharienne. Donc, il l'explicite précisément dans son livre, on le voit très bien dans le film, et cette division ethno-raciale du travail, elle perdure, du coup, dans le milieu, même dans le monde du travail professionnel au niveau masculin, par exemple. Récemment, c'était du coup Nicolas Joudin, qui est donc sociologue, qui a travaillé sur les métiers du bâtiment et qui montre bien qu'on attribue certains postes à certaines personnes en fonction de leurs origines. Mais ça se joue aussi dans les métiers auxquels on assigne des travailleuses, et c'est quelque chose qui est par exemple sous-jacent en fait à un certain nombre de luttes récentes. Prenons l'exemple de l'éducation nationale, un exemple que nous connaissons très bien, où on a cette division sexuée du travail qui existe à l'école dite maternelle, une très grande majorité d'enseignantes, et quand il y a quelques hommes, ils deviennent rapidement directeurs dans le premier degré, et plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve de femmes. Ça, c'est le système éducatif français. Bon, du point de vue de la division sexuée. Eh bien, à cette division sexuée s'articule aussi dans l'éducation nationale une division ethno-raciale, où on voit, prenons encore l'exemple de l'école dite maternelle, où il y a des ATSEM en petite section ou en moyenne section en fonction des villes, ou bien aussi d'ailleurs les AESH, ces personnes qui aident des élèves en situation de handicap depuis la loi de 2005. Dans la plupart du temps, ou en tout cas en région parisienne, ou d'ailleurs en région marseillaise, puisque j'y étais récemment et on a eu cet échange, ces personnes sont, plus de 90% des cas, des femmes, et très souvent des femmes racisées. En d'autres termes, en fait, la société dans laquelle on est, elle est traversée de fait par une division sexuée du travail, à laquelle se croise une division ethno-raciale du travail. Et du coup, la perspective intersectionnelle, elle permet aussi de souligner ces éléments-là et aussi de souligner finalement des enjeux, une critique aussi de ces éléments-là. Vous parliez en introduction du fait que, aujourd'hui, on a aussi des groupes féministes intersectionnels qui, du coup, mettent en avant, par exemple, les rapports de pouvoir existants dans le mouvement féministe, ce genre de choses. Eh bien, en fait, c'est aussi cette question, en définitive, alors même si elles ne se disent pas féministes, forcément, les AESH ou les ATSEM qui se mobilisent depuis 2 ans pour une amélioration de leurs conditions de travail, pour des augmentations de salaire, pour en fait une reconnaissance de leur qualification. En fait, dans cette contestation-là, on a justement, en fait, du coup, la mise en cause finalement de cette division sexuée et de cette division ethno-raciale qui, du coup,
se fonde sur une naturalisation des compétences, car c'est ça, en fait, l'enjeu, c'est l'idée de la naturalisation des compétences, c'est-à-dire que, en fait, finalement, être AESH ou être ATSEM, ça n'est pas, il n'y a pas de qualification pour le faire, et une forme de prolongement, finalement, du rôle de mère, et du coup, ce qu'elles disent quand elles se mobilisent, c'est que non, ça n'est pas naturel, et que oui, il y a une qualification qui est présente dans ce travail-là, et du coup, il y a cette perspective, finalement, alors, féministe, c'est beaucoup dire parce qu'on plaque du coup des termes sur des personnes qui se mobilisent et qui ne se revendiquent pas forcément comme telles. Mais en tout cas, il y a cette idée justement de mettre en cause cette naturalisation des compétences et l'intersectionnalité, justement, la perspective intersectionnelle en tout cas, permet de visibiliser ces mécanismes-là. D'ailleurs, ce que vous expliquez, ça fait aussi totalement écho et sur ce sujet, les luttes des femmes de chambre, comme par exemple celles qui ont établi un piquet de grève à l'entrée du parc Hayat Vendôme ou la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles, qui sont des luttes éminemment féministes et historiques aussi. Quand on a préparé cet épisode, on avait échangé, Fanny, vous m'aviez expliqué que dans votre travail de thèse, qui a donc reçu le prix de thèse de l'Institut du genre et qui a ensuite été adapté en livre, En découdre comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société, vous m'avez expliqué que l'approche intersectionnelle n'était pas présente ou pas beaucoup présente dans ces recherches. Et vous m'avez aussi dit que la construction d'une blanchité syndicale était peu évoquée dans ce livre. Pourquoi cette impasse, si on peut parler d'impasse ? C'est intéressant de visibiliser ce point parce que du coup, ça montre aussi qu'une recherche... elle est produite à un instant T et puis qu'elle évolue et que soi-même on évolue. Et je pense qu'il ne faut pas avoir honte de le dire puisque voilà, on est connecté, on écoute et on revisite aussi ses propres travaux. Effectivement, moi j'ai travaillé du coup sur les ouvrières en France depuis les années 68. D'un point de vue épistémologique, je croise principalement les enjeux de genre et de classe. J'ai fait beaucoup d'entretiens et ça a été un peu le fil rouge de ma thèse. Et malheureusement, je ne suis pas parvenue à rencontrer, je pense par exemple, je vais prendre un exemple, des ouvrières laotiennes qui travaillaient chez Chantel à Saint-Herblain en Loire-Atlantique, que j'avais repérées et que j'ai contactées de toutes les manières possibles et qui ont toujours refusé de me parler. Et donc je comprends qu'elles refusent tout à fait de me parler. C'est toujours, ça fait partie un peu de la cuisine, de la recherche. C'est pas la première fois. Ça va continuer aussi quand même d'essuyer des refus. C'est aussi lié à qui je suis d'ailleurs. Et donc, j'avais pas leur parole en tant qu'ouvrière laotienne dans cette entreprise, alors même que j'avais vu des photos, je savais qu'elles étaient là, je savais qu'elles n'avaient pas fait grève au début des années 80, je savais qu'elles avaient fait grève au milieu des années 90 au moment des fermetures, donc je savais qu'elles avaient, qu'elles avaient été plus ou moins impliquées dans les mobilisations dans l'entreprise, et j'avais donc eu plein d'informations sur elles qui émanaient de syndicalistes et qui m'expliquaient justement que, au début des années 80, elles faisaient pas grève, elles étaient non grévistes, elles étaient même anti-grévistes et en fait, elles étaient proches de la direction elles invitaient par exemple les chefs d'atelier au Nouvel An chinois et il y avait tout un aspect aussi autour de ce type d'initiative-là qui faisait que, et ça passait d'ailleurs par aussi de la nourriture, etc., qui créait du lien entre ces ouvrières laotiennes et la direction. Et les syndicalistes récusaient profondément ce type de comportement puisqu'ils étaient dans une logique anti-direction. Et donc, les syndicalistes me racontaient ces éléments-là, mais du coup, moi, j'en ai rien fait, en fait, parce que je n'avais pas la parole des laotiennes et j'étais très ennuyée à l'idée de dire ce que les syndicalistes en pensaient sans pouvoir, justement, rendre compte de la trajectoire des laotiennes. Sauf qu'en fait, j'aurais pu l'évoquer en traitant justement de la construction, de la fabrication d'une blanchité. Et effectivement, c'est ce que je n'ai pas fait. C'est-à-dire que... D'une blanchité syndicale ? Notamment, portée par les syndicalistes. Alors, une blanchité syndicale, je ne suis pas allée jusqu'à construire cette idée de concept de blanchité syndicale. Mais peut-être que ça pourrait... peut-être ça pourrait être heuristique, j'en sais rien. Mais en réalité, j'aurais pu dire qu'elle s'était constituée aussi
aussi en tant que syndicaliste dans une forme d'opposition vis-à-vis notamment de ces Laotiennes, fondée sur la base d'une forme de blanchité, puisqu'elle disait que voilà, les Laotiennes étaient toujours entre elles, etc., etc. Enfin, tout un tas de discours qu'on connaît, qui est très stéréotypique aussi, et qui produit finalement une altérisation de ces Laotiennes. Mais du coup, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce qu'au départ, je me disais, je ne peux pas parler des Laotiennes sans avoir la parole des Laotiennes. Et après, en échangeant avec des collègues, je me suis dit que j'aurais pu effectivement rendre compte de cette approche-là, et je me serais située là aussi dans une perspective intersectionnelle. Nous arrivons maintenant à la fin de cet enregistrement, et je voudrais vous poser la question de la non-mixité, qui fait aussi beaucoup débat, mais qui me semble un outil, si c'est le terme adéquat, éminemment intéressant pour l'émergence des luttes intersectionnelles. Qu'est-ce que vous en pensez, Francine, de cette notion ? Alors, donc, effectivement, la pratique de la non-mixité est un outil de mobilisation qui, faut le rappeler, a été utilisé tout au long de l'histoire des mobilisations féministes aux États-Unis aussi, dans le cadre dans les années 60, dans le cadre de la lutte des droits civiques. Alors, ça consiste en quoi ? Ça consiste tout simplement à réserver, alors de manière assez ponctuelle, des espaces de réunion ou de prise de parole par des groupes qui font l'expérience de discrimination spécifique. Ce temps leur permet en fait de faire émerger une parole, de poser des mots sur leurs expériences sociales. Alors, ça a été très mal reçu en France, en tout cas quand c'est appliqué à l'afroféminisme. Alors juste, j'indiquais que ça existe depuis, c'est pas nouveau. Il y a même une pratique de ces, en tout cas dans le milieu de la santé par exemple, on a utilisé cette non-mixité avec des personnes autistes pour leur permettre justement à un moment donné de se retrouver entre elles avec bien sûr un animateur qui leur permet justement de faire émerger leur expérience de l'autisme sans être jugé à un moment donné par des personnes extérieures. Alors pour citer d'autres occasions où on a pu avoir ce type en tout cas de pratique, il y a en 2015 lors des manifestations Nuit debout, ça avait été utilisé par des femmes justement pour prendre un temps, parler entre elles justement tout autant des questions de prise de parole difficiles en présence des hommes, etc. Plus tard, en 2017, et là on a eu affaire à vraiment toute une grosse polémique nationale allant en tout cas une prise de parole des politiques, que ce soit de gauche ou de droite, qui ont fustigé le projet en tout cas de la mise en place de ces espaces de non-mixité par le collectif féministe Moissy, qui organisait lui-même aussi en 2017 un festival qui s'intitulait Festival Nyan Sapo. Voilà, donc cette pratique est assez décriée, elle est d'autant plus décriée dans le cadre de ces mouvements afroféministes qui, justement, rejoint la difficulté, il me semble, qu'il y a en France avec la question raciale, puisque là, pour justement faire le lien avec l'intersectionnalité, on a affaire ici à la fois à des femmes et des femmes noires, justement, qui se réservaient, en tout cas, cet espace, comme ont pu le faire d'autres mouvements pour pouvoir parler de ces oppressions spécifiques dont elles sont victimes. En fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que ces réunions ou ces espaces en non-mixité permettent de faire émerger une parole plus libre ?
Exactement. Donc, faire émerger une parole libre, et elle est d'autant plus libre que ces personnes vont se retrouver entre elles, donc personnes qui font l'expérience de ces discriminations, de ces rapports sociaux, et qui n'auront pas à se retrouver face au groupe dominant. Par exemple, le fait que les femmes puissent se retrouver entre elles pour pouvoir parler de violences sexistes, sexuelles. On imagine bien que c'est difficile de le faire en présence des hommes. Donc, et faire émerger cette parole-là, il en était de même, justement, dans le cas de ces luttes afroféministes. Oui, et si c'est devenu sujet à controverse, ça a fait penser au groupe de prise de conscience féministe des années 70 qui permettait à des femmes d'échanger sur leur vécu de femmes dans la société corsetée des années 70. Et d'ailleurs, Fanny, dans l'un de vos articles, vous retracez même l'origine de la non-mixité à la Révolution française, aux prolétaires saint-simoniennes de 1830, qu'on a d'ailleurs aussi évoqué le féminisme saint-simonien avec Florence Rochefort dans un précédent épisode de Faire Genre, et aussi des journalistes de la Fronde au tournant des 19e et 20e siècles. Évidemment, le MLF des femmes dans les années 70. Voilà, vous expliquez, des femmes minoritaires ont souhaité s'organiser de façon autonome et non mixte, non sans résistance et vif débat. Pour terminer cet épisode, je voudrais vous interroger sur la notion de laïcité qui est centrale dans le, entre guillemets, pacte républicain en France et son modèle républicain universaliste. Qu'est-ce que vous en pensez, Francine et Fanny ? Moi, ce qui me semble déjà essentiel de rappeler, c'est les transformations aussi historiques de la laïcité. Donc, c'est l'historien Jean Bobéro qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais simplement pour dire qu'en 2004, avec la loi sur l'interdiction des signes ostensibles à l'école, et en l'occurrence du foulard, il y a une nouvelle laïcité qui s'est construite. Et derrière laquelle, en fait, quand on pense laïcité aujourd'hui, on pense islam. Ce qui n'était pas du tout le cas sur l'ensemble du XXe siècle. Il y avait vraiment, en gros, quatre points. Quand on fait des formations, d'ailleurs, avec Francine sur ce sujet, on fait un petit schéma, un rectangle. Il y a 2 enjeux, en fait, pour la laïcité, la liberté de conscience et l'égalité des droits, et 2 outils, la séparation et la neutralité. Et en réalité, aujourd'hui, le curseur, il s'est déplacé vers la séparation et la neutralité, et il a finalement laissé de côté les 2 objectifs fondamentaux de la laïcité, qui étaient du coup la liberté de conscience et l'égalité des droits. Qu'est-ce que vous entendez par séparation ? Je comprends pas très bien. La séparation des églises et de l'État. Ah, ok. Voilà. Merci beaucoup pour la précision. Et donc, en fait, il y a la loi de 2004 a produit une rupture, et la perspective intersectionnelle est très intéressante pour la comprendre, puisque de fait, ça s'est concrétisé sur des jeunes femmes, en fait, puisqu'il était question principalement du foulard. Donc, rupture à plein de niveaux, donc rupture dans, effectivement, l'imaginaire qu'on met derrière la laïcité, rupture aussi dans à qui ça s'adresse, la laïcité, puisque jusqu'à présent, c'était les personnels, et puis maintenant, c'est devenu les usagers, les usagères, en l'occurrence, les usagères. Et donc du coup voilà, il y a donc c'est lié bien sûr aussi à la montée de l'islamophobie qui a très bien été documentée notamment par Marouane Mamed et Abdelali Ajat, qui du coup voilà fait que ça se répercute notamment sur les jeunes filles, et ça continue de se répercuter sur les jeunes filles dans les établissements scolaires, puisque aujourd'hui, ce qui se joue, c'est plus tant le foulard, puisque de fait, il est interdit, mais les jupes longues, les t-shirts longs, ce qui produit des effets quand même assez lunaires, puisqu'il est fréquent que des proviseurs, des proviseuses convoquent des élèves, donc des jeunes filles, pour leur expliquer comment s'habiller et surtout comment ne pas mettre finalement des jupes longues et des t-shirts à manches longues. L'universalité telle qu'elle est conçue, c'est une manière finalement d'uniformiser
et surtout aussi de développer finalement des politiques qui sont islamophobes. Alors oui, je rajouterais peut-être toujours dans l'idée de mettre en avant l'approche intersectionnelle par rapport à ce que venait de dire Fanny sur l'instrumentalisation de la laïcité qu'on observe au fur et à mesure. Donc ça a été déjà à partir de la loi de 2004, mais il faudrait aussi rappeler le moment clé des attentats en 2015 et puis les lois contre la radicalisation qui elles-mêmes ont produit dans le cadre scolaire aussi une autre, en tout cas une racialisation de certains publics. Là, on parlait de filles, mais qui est plutôt dirigée vers les garçons racisés, notamment musulmans, avec aussi là plusieurs travaux qui le montrent. Par exemple, Géraldine Bozek, qui a fait une étude justement sur la mise en œuvre de cette l'application de la laïcité dans le cadre scolaire, qui permet de voir comment ces élèves-là sont racialisés en lien avec la lutte contre la radicalisation. Et ça apparaît d'ailleurs aussi dans nos enquêtes qu'on a menées et qu'a cité Fanny sur l'idée finalement qui est très ancrée dans les pratiques enseignantes que la laïcité serait essentiellement un moyen pour préserver, en tout cas réaliser dans le cadre scolaire l'égalité femmes-hommes. Merci beaucoup Francine Niambek-Mebenga, Fanny Gallo pour avoir répondu à mes questions sur l'intersectionnalité et pour ce moment passé ensemble. Je vous dis à très bientôt et pour les auditeurs, je vous donne rendez-vous bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Faire genre est un podcast produit par Binge Audio et l'Institut du genre. Cet épisode a été préparé par mes soins. La réalisation est de Thomas Plé, Camille Codor est à la production et la musique est signée Alexandre Delmer.